Toujours un plaisir d'être en votre compagnie pour l'actualité sur la télévision nationale Bénin TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici le sommaire de ce 13h. Fin de la 3e édition du dialogue des femmes africaines à Johannesburg. 1000 femmes venues de plusieurs pays d'Afrique, dont le Bénin, y ont participé. Nos envoyés spéciaux Alexandra Jotan et Bénédicte Possou nous font le bilan dans ce 13h. L'investissement dans le capital humain, c'est le sujet du dossier économie de ce lundi. Ces dernières années, l'État béninois fait de cette pratique une priorité donc. Ariane Da Silva nous donne des précisions dans un instant. Des rues retenues pour accueillir des pavés dans la commune de Djakotomé. Une bonne nouvelle pour les populations. Une cérémonie de remise de sites a eu lieu à cet effet. On en parle dans ce journal. Parlons de bonne gouvernance pour ouvrir ce journal. Nous allons à Boycon où une cinquantaine de jeunes renforcent leur capacité en compétences de leadership. Ils s'approprient les techniques d'une bonne participation citoyenne aux affaires publiques initiée par l'association béninoise de droit constitutionnel en consortium avec l'association Mairie des jeunes du Bénin. La session de formation s'inscrit dans le cadre du projet Jeunesse engagée pour une démocratie inclusive. Et c'est un programme de aide civique, engagement. Plus de précisions avec Pierrette Adayossi. Culture du leadership. Ils sont des responsables d'associations de jeunes et d'organisations de la société civile, des représentants de partis politiques aussi, à prendre part à cette session de renforcement de capacité. Ces jeunes sélectionnés suite à un appel à candidature viennent de tous les départements pour se familiariser avec les notions de gouvernance et de la démocratie. Ils nous viennent des partis politiques, le parti IPR, donc Bloc républicain, IPR, Mouel Bénin, et les organisations de la société civile. On va les former sur 3 jours sur les questions de leadership afin de susciter, de stimuler en eux, de booster en eux la citoyenneté active, donc l'engagement citoyen pour une prise en charge des affaires publiques. C'est une occasion pour nous, organisations de jeunesse, de motiver les gens, à savoir que dans leur communauté, ils ont un rôle important à jouer. Cette session de formation et de sensibilisation va donc permettre aux participants de travailler de commun accord à une meilleure promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Mais non seulement ça nous permet d'être un meilleur leader dans nos communautés et d'apporter un plus à la jeunesse de chez nous, mais également aux enfants, mais à toute la population, parce que quand la jeunesse bénéficie, c'est toute la population qui bénéficie également. En dehors de cette formation, je m'engage à être un ambassadeur et qui promeut une démocratie inclusive qui forme nos jeunes frères à acquérir ces compétences de leadership dans leur vie quotidienne. Et je suis très heureux que des jeunes aujourd'hui aient cette opportunité d'échanger avec les adultes, de recevoir des communications qui tendent à les faire aimer la démocratie, qui tendent à les faire aimer la politique, qui tendent à les faire aimer simplement le goût du risque, le risque de prendre la responsabilité au nom des autres. Je pense que c'est une très bonne chose. À l'issue des 72 heures de travaux, une charte de la jeunesse sur la participation citoyenne sera élaborée. Elle sera suivie d'une campagne de sensibilisation à l'endroit de toutes les couches de la population. C'est fini pour la 3e édition du dialogue des femmes africaines à Johannesburg. Pendant 5 jours, 1000 femmes venues de plusieurs pays d'Afrique ont échangé sur leurs conditions de vie. À la fin des travaux, elles se sont retrouvées par région pour le bilan. On retrouve Alexandra Jotan et Bénédicte Possou à Johannesburg. Après 3 jours d'intenses travaux, les femmes de l'Afrique de l'Ouest participant à cette 3e édition de la FUID font le bilan. Quelles sont les leçons apprises sur place ici à Johannesburg? Qu'en sera-t-il de l'après à FUID? Eh bien, c'est l'exercice en cours dans cette salle du centre Birchwood, 6 en plein cœur de Johannesburg. Il s'agit d'échanger pour consolider les questions clés émergentes de leur région. Qu'est-ce que je vais ramener chez moi? C'est comment faire le réseautage. Le réseautage des femmes. Comment nous allons nous organiser? Nous allons vraiment rencontrer les autorités compétentes pour leur dire ce que nous avons appris ici.
Entre autres témoignages recueillis, celui de cette femme venue de la région du Sahara occidental. Nous qui avons aujourd'hui le statut de réfugiés, avions trouvé l'amour de la part des femmes de tous les autres pays africains. Notre combat, c'est votre combat. Nous avons besoin d'améliorer notre participation dans la sauvegarde de la paix. Chaque pays, à sa manière, s'est réjoui de sa participation au présent forum. Un dialogue inclusif entre femmes, nonobstant la diversité des origines et des cultures, eh bien c'est ce qui particularise Afouid. Les femmes doivent apprendre à travailler ensemble pour transformer l'Afrique. Eh bien, ce message, chacune des participantes à cette 3e édition d'Afouid l'a compris. Amélioration des infrastructures urbaines au Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon n'a pas oublié les populations de la commune de Djakotomé. Elles emprunteront d'ici quelques mois les rues retenues pour accueillir les pavés dans cette commune qui se croyait oubliée par les nombreuses actions de développement du gouvernement. Le reportage de la cérémonie de remise de site, c'est avec Évariste Zomohou et Samira Tchabimane. 4 rues et 2 bretelles sont concernées par ces travaux de pavage et d'assainissement qui vont significativement impacter le quotidien des populations de la commune de Djakotomé. Avec la réalisation de ces différentes rues et bretelles, l'image de notre centre-ville va changer d'aspect. La ville va rayonner de plus. Les populations qui, en temps, devenaient des sinistrés pendant les périodes de pluie ne vont plus vivre ce matin après la réalisation des travaux. Je voudrais sincèrement dire merci au chef de l'État, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon. Nous rendons grâce à Dieu et remercions le président Patrice Talon pour cette révolution entamée à Djakotomé. Ces travaux vont vraiment changer notre commune dans tous les domaines et surtout la nuit. La remise des sites, l'entreprise adjudicataire Fadilessa a connu la présence des responsables de la société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Ce sont des travaux qui s'inscrivent dans un programme plus étendu qui est élargi donc à 5 communes dans les départements du Mono-Koufo. Ce sont des axes donc, comme vous avez pu le remarquer, donc importants qui vont donc participer donc, du développement, je pense, économique de la sous-région. Finalement, ce sont plus de 6 km de rues qui seront entièrement pavées, assainies et éclairées à Djakotomé. Une autre initiative de développement durable, il s'agit d'un projet pour assurer la résilience écologique du bassin du Mono. Il est dénommé Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin du Mono. Il est mis en œuvre par l'autorité du bassin du Mono. Évariste Zomohou et Samira Tchabimane nous retracent ici le lancement de ce projet à Agoué dans la commune de Grand Popo. Le projet Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin du Mono, IRE-Mono, a pour objectif principal d'assurer le développement durable et la résilience écologique du bassin du Mono grâce au renforcement de la gouvernance et à la capacité de la gestion intégrée des ressources en eau, à la planification participative par les communautés et au renforcement de la collaboration entre le Bénin et le Togo. L'Observatoire du fleuve Mono permettra de commencer par donner un début de réponse aux inondations récurrentes, faire un suivi écologique de l'eau du côté Togo comme côté Bénin. En faisant l'option de mettre en place l'autorité du bassin du Mono, les gouvernements du Bénin et du Togo ont très bien fait au regard des enjeux cruciaux qui entourent la question de la gestion de l'eau au niveau de nos deux pays. Avec la mise en œuvre du projet IRE, les diverses pressions subies par le bassin du Mono seront amoindries. Les attentes sont nombreuses, autant des administrations de tutelle, également pour les communautés qui vivent dans le bassin du fleuve Mono. Elles attendent, nous leur disons, gérer durablement. Mais ces communautés ont besoin de vivre. Comment nous pouvons améliorer leurs pratiques pour que leur empreinte écologique soit le moindre? Les objectifs de ce projet cadrent parfaitement avec l'objectif 3
du domaine d'intervention du Fonds pour l'environnement mondial. Il répond parfaitement aux ambitions de nos gouvernements de faire du bassin du Mono et à travers son autorité un creuset des initiatives inclusives et participatives du développement et de la gestion intégrée des ressources en eau et des écosystèmes. D'un montant de 5 millions de dollars, soit près de 3 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 4 ans, le projet Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin frontalier du fleuve Mono, Iré Mono, que pilote l'autorité du bassin du Mono, est approuvé par le Fonds pour l'environnement mondial. Notre dossier économie de ce lundi s'intéresse, je vous l'annonçais en titre, à l'investissement dans le capital humain. Ces dernières années, l'État béninois a fait de cette pratique une priorité, puisque le développement du capital humain joue un rôle déterminant pour mettre fin à l'extrême pauvreté et renforcer l'inclusion sociale. Et dans l'élément qui va suivre, Ayanda Silva et Edmond Mbo nous donnent plus de détails. Je faisais de la fièvre et j'avais des maux de tête à tel point que je perdais l'appétit. Je me suis rendu à l'hôpital et j'ai présenté cette carte aux médecins. Je leur ai expliqué que je n'avais pas de sous sur moi et ils m'ont soigné gratuitement. Emmanuel fait partie des nombreux bénéficiaires du projet Arche, Assurance pour le renforcement du capital humain dans son volet Assurance Maladie. L'un des projets phares conçus pour accompagner les populations vulnérables et leur garantir une protection sociale. Mais pas seulement, puisque ces dernières années, de nouveaux projets et programmes ont vu le jour au profit des Béninois. Il s'agit entre autres du projet de promotion du genre et de l'autonomisation des femmes, du projet Suède pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique et le microcrédit. J'ai bénéficié du microcrédit en 2022. Je ne vous le cache pas, j'ai vraiment aimé. C'est une très bonne initiative. Dès lors que l'État met à la disposition de ces acteurs économiques ces montants, ça leur permet quand même de tourner une activité. Ça leur permet d'aller au marché, de faire de l'achat et de la vente. Vous allez voir derrière eux plusieurs personnes qui mandent dans leurs mains. Ces activités leur permettent alors de créer de la valeur ajoutée, de participer à la relance de l'économie à moyen terme et à court terme et leur permettent également de subvenir à leurs besoins. À tout cela s'ajoute le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours et le programme de filet de protection sociale dénommé Bessoké. Ce nouveau programme va pouvoir atteindre 150 000 ménages pauvres d'ici 2026 pour un montant de 14 milliards de francs CFA. Donc, c'est le nouveau projet de filet socio-productif. Il y a des transferts mensuels de 10 000 francs CFA à ces ménages pauvres pendant 9 mois. Et au 6e et au 9e mois, ils ont des acomptes encore de 50 000 francs CFA et des liens transversaux avec les microcrédits. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement qui sera vraiment personnalisé dans toutes les communes par les guichets uniques de protection sociale, c'est pour permettre à ces fonds de servir pas seulement à la subsistance alimentaire, mais de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. À travers tous ces projets et programmes, le gouvernement du président Patrice Talon investit dans son capital humain. Un capital humain qui joue un rôle décisif dans la transformation des économies. Le capital humain, c'est l'ensemble des dépenses que vous faites aujourd'hui et qui touchent le potentiel humain. Quand on parle de l'investissement dans le capital humain, c'est de l'investissement immatériel, c'est-à-dire dans la formation, l'éducation. C'est d'abord une activité souveraine de l'État qui lui permet naturellement d'investir dans ces ressources humaines. L'État gagne beaucoup parce que ça permet déjà à l'État d'avoir des ressources humaines de qualité et de parvenir également à créer beaucoup plus de la valeur. Une ressource bien formée est en mesure vraiment d'accroître la compétitivité de l'État. Selon la Banque mondiale, investir dans le capital humain équivaut à donner à tous la possibilité d'être en bonne santé et d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour occuper les emplois d'aujourd'hui et préparer ceux de demain.
Autre élément qui touche également au capital humain, l'alimentation scolaire. Déployer la cantine scolaire dans tout le Bénin en 2025, ce rêve du président Patrice Talon se concrétise progressivement. Le Programme alimentaire mondial, premier partenaire, a transmis le témoin à l'ANAN, Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Ariane da Silva nous dévoile ici les acquis de ce partenariat. Le succès de ce programme est surtout dû à la solidité des partenariats stratégiques noués. En effet, au lancement du programme, l'exécutif a sollicité le PAM, Programme alimentaire mondial, pour sa gestion avant le transfert définitif des compétences à l'ANAN. De 2017, les chiffres ont évolué et en 2023, nous étions à plus d'1,3 million élèves bénéficiaires pour 5 709 écoles avec un taux de couverture de 75%. Donc ça, c'est déjà un aspect positif en termes d'évolution. Le PAM ne va pas totalement abandonner le secteur. Le PAM va continuer à conseiller l'agence en tant qu'institution réputée dans ce type de secteur de l'alimentation et de la nutrition. Et le PAM pourra également continuer à mettre en œuvre quelques projets pilotes financés par certains partenaires. L'idée, c'est d'expérimenter certains dispositifs et de pouvoir les reverser après à l'agence. Les populations doivent désormais comprendre que leur rôle est crucial. Elles doivent assurer la mobilisation des ressources complémentaires attendues et la veille pour que le dispositif bénéficie d'un contrôle citoyen adéquat et dissuasif. Les engagements que le gouvernement a pris dans ce sens, c'est 3 éléments que le gouvernement va faire en complément de l'apport des vivres secs que nous mettons actuellement à la disposition des écoles. La première chose, c'est les magasins. Donc le gouvernement s'engage à construire partout où on a des cantines scolaires, des magasins, pour sécuriser les vivres. Et le gouvernement s'engage aussi à construire des cuisines avec des foyers améliorés pour faciliter la vie aux cuisinières, aux mères d'enfants qui accompagnent le programme. Et la troisième chose, c'est l'eau potable qu'on doit pouvoir apporter au niveau de toutes les écoles. Le programme des cantines scolaires a transformé des vies. Pour les écoliers et leurs parents, c'est une véritable bouée de sauvetage. Le président Patrice Talon, dans sa volonté de transformer profondément le Bénin, a fixé un cap audacieux pour 2025, assurer à 100% la couverture des écoles des zones rurales. Un engagement traduit en actes dans les prévisions budgétaires de 2025, prouvant une fois de plus la priorité accordée à l'éducation et à la nutrition des plus jeunes. Les dotations arrivent à temps et le comité de gestion joue son rôle. Les parents apportent leur contribution et les séances de sensibilisation ont régulièrement lieu et cela nous permet de pouvoir achever l'année en beauté en ce qui concerne la cantine. On prépare bien pour les enfants mangent avant de rentrer à la maison. Donc nous sommes contents. Les mamans, les papas, on est tous contents de la cantine. Parce qu'avant, les enfants n'acceptaient pas vous venir à l'école comme il le faut. Maintenant, à cause de la cantine, nous sommes tellement contents, comment vous aussi, vous êtes contents. À l'heure de pause, quand ils finissent de manger, ils se reposent un tout petit peu. Allez, paf, c'est les cahiers. Ils reprennent leurs cahiers et ils commencent par réviser les leçons. La cantine scolaire, je dis toujours que c'est ça qui a permis d'avoir de bons résultats. Au plan international, le Bénin a été reconnu comme champion mondial en alimentation scolaire. Et par 2 fois, le Bénin a été invité à participer au conseil d'administration du programme alimentaire mondial à Rome. La coalition mondiale pour l'alimentation scolaire a désigné le chef de l'État béninois comme champion mondial pour l'alimentation scolaire. Si l'on considère l'ensemble des financements disponibles, le programme des cantines scolaires est déployé actuellement dans 5 875 écoles, ce qui correspond à un taux de couverture d'environ 80%. Les ressources mobilisées sont fortement réinjectées dans l'économie locale.
À titre illustratif, c'est près de 10 milliards de francs CFA qui ont été consacrés aux achats de vivres locaux en 2023, dont plus de 2 milliards aux petits producteurs. Les ressources servent également au paiement des salaires des nombreux jeunes recrutés par le programme, au paiement des transporteurs et des cuisinières, ce qui génère une véritable économie circulaire. Le Bénin d'aujourd'hui forme, grâce à ce programme, les leaders de demain. Une formation en sérigraphie au profit des jeunes. L'initiative est de la mairie des jeunes de Semekpoji. Au terme de 7 jours d'ateliers pratiques, les bénéficiaires ont reçu des attestations le samedi dernier. Fifame Salomé Atadiji et Françoise Insou pour le reportage. Je dépose la maquette sur le t-shirt. Dans un geste précis, Grélin applique délicatement l'encre sur le vêtement, guidé par la chaleur de l'écran de sérigraphie. Après les 30 secondes, la machine nous signale que l'impression a été faite. On attend les 30 secondes. Ce savoir-faire est le fruit d'un apprentissage récent, rendu possible grâce à une formation initiée par la mairie des jeunes de Semekpoji. Grélin n'est pas le seul à bénéficier de cette opportunité. Comme lui, une 50aine de jeunes suivent gratuitement cette formation en sérigraphie, une compétence qui pourrait bien changer leur avenir. C'est vraiment incroyable de voir tout ce que nous avons appris et réalisé en seulement une semaine de formation. En si peu de temps, nous avons acquis des compétences pratiques, découvert de nouvelles techniques et surtout, nous avons vu nos idées prendre forme grâce à la sérigraphie. En recevant ces attestations, nous ne voyons pas seulement un bout de papier, mais une porte ouverte vers de nouvelles opportunités. Vous avez expérimenté, vous avez créé et aujourd'hui, vous repartez avec des connaissances précieuses qui, nous l'espérons, vous ouvriront de nouvelles opportunités. Cette semaine a été riche en enseignements et en partage. Vous avez su faire preuve de détermination, d'engagement et de curiosité. Je viens beaucoup plus ici au nom du maire Bernard Menton, au nom du secrétaire exécutif et au nom de ma direction pour demander à l'association de la mairie des jeunes de poursuivre encore dans ce bon sens. Le soutien de l'administration communale est garanti. Pour aller plus loin, un bon de formation est remis aux plus motivés, leur permettant de perfectionner leur savoir-faire et de transformer cette passion en véritable source de revenus. La direction de Pepco Bethesda et tout le staff ont échangé les vœux pour la nouvelle année le vendredi dernier. Cela a été l'occasion pour les responsables de l'association spécialisée dans la microfinance et les activités agro-pastorales de lancer de nouveaux défis au profit de la nouvelle année. Suivons le compte rendu de Jérôme Humbo. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier, toi qui nous as donné la grâce de rentrer sains et saufs dans cette année 2025. Désormais, la vie de Pepco est une bénédiction. Nous te disons merci de jouir de cette bénédiction pour encore cette année 2025. Louange et prière pour remercier l'Éternel. La séance de présentation de vœux à Pepco Bethesda est une occasion de reconnaissance au Créateur. Tout comme de bons économes de l'Éternel, le Seigneur nous a placés dans le champ Pepco Bethesda et nous a confié sa destinée pour cette nouvelle année. J'ai foi qu'ensemble, nous y serons au Liganda, car chacun de nous saura poser sa pierre de sorte que, bien coordonnés,
l'édifice soit bien bâti et puisse résister, quelles que soient les intempéries. Nous nous engageons à nouveau à travailler dans les champs comme des serviteurs devant rendre compte à notre grand maître, le Christ ressuscité. Je promets que notre credo n'a pas changé pour cet exercice 2025, c'est-à-dire zéro fraude, zéro tolérance au sein de l'institution. Zéro fraude, zéro tolérance. Par cette rigueur, l'association rassure ses usagers de la probité du personnel, gage de confiance. Elle se félicite des progrès réalisés en 2024, sans perdre de vue les défis en instance pour 2025. Ces défis seront relevés si nous adoptons un bon leadership. Et je crois que le leadership proche de Platon pourrait nous aider que le leadership proche de Machiavel. Nous allons utiliser le leadership platonicien qui est un leadership qui est proche de la Bible, un leadership basé sur l'amour, sur la crainte de Dieu. Ici, c'est la rigueur, la méthode et l'amour au travail, mais c'est aussi la joie avec des comédiens qui arrachent le sourire et aussi le régal. De quoi aborder la nouvelle année dans l'allégresse pour des résultats encore meilleurs. Le Bénin s'impose à la Lettonie pour les playoffs de la Coupe Davis Group 2. Victoire béninoise 3-2 dans le scénario renversant après un score de 2 buts partout. C'est Sylvestre Monou qui va permettre au Bénin de prendre l'avantage sur son adversaire. Voici le film de cette confrontation à rebondissement avec Blaise Adampo. Il fallait y être jusqu'au 5e et dernier match pour vivre la joie d'un Sylvestre Monou qui donne la victoire au Bénin face à la Lettonie pour les playoffs de la Coupe Davis Group 2 grâce à un coup droit. Sur les 5 confrontations de cette compétition, les Guépards du tennis s'en sortent avec 3 victoires. Si 24 heures plus tôt, Patrick Agbopanzo a ramené la parité face au Letton, la paire Alexis Clégou-Prince Gandonou a donné l'avantage au Bénin en s'offrant la paire adverse Strombach-Roberts, Sotikov-Alexander 2-7-0, 6-3, 6-3. En simple inversé, Strombach-Roberts bat Patrick Agbopanzo 2-7-0, 6-1, 6-1 et ramène son équipe dans le tournoi. De partout désormais. Soutenu par son public, Sylvestre Monou va faire preuve de maîtrise face à Daniel Stens dans la dernière confrontation à l'allure d'une finale. Le Guépard est dans les bons coups. Son engagement et sa détermination lui valent du répondant. Bon dans ses revers et coups droits, il remporte après plus d'une heure de jeu la partie en 2-7, 6-3, 6-3. C'est l'euphorie sur le court et dans la tribune. Vraiment, je suis content de tout le monde. Et... Allez, Bénin! Vraiment, merci au ministre. Il était là durant tout le tournoi avec nous. Et aussi le président, tout le monde. Vraiment, c'était vraiment incroyable de jouer à la maison. Et là, on a fait la différence. Globalement, le Bénin est qualifié pour jouer le groupe 2 en août prochain. Et puis, en termes de valeur, la force, la vaillance, l'abnégation, dans la croyance, on réussit toujours. Le Bénin confirme son progrès dans le tennis mondial avec cette qualification. Vraiment, c'est super. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en équipe, on a été tous très très forts et on y a cru plus qu'eux. On a cru plus en nous et c'est pour ça qu'on a gagné ça. Après l'étape des playoffs, il faut se remettre au travail très vite pour les prochains défis. Nous, on en a conscience. Dès maintenant, nous allons mettre les petits plats dans les grands pour faire une bonne prestation en août prochain. En attendant, la qualification se fait entre les joueurs et le public. La compilation de l'actualité internationale est proposée par Christelle Tongodo. On reprit après la capture de la ville par le M23. Les fidèles se réunissent dans les paroisses pour prier et retrouver un semblant de paix
Pendant ce temps, des familles partagent des repas sur les pelouses des églises. Cette reprise des cérémonies religieuses symbolise un espoir de paix malgré l'occupation du M23. Toutefois, la population reste inquiète face à l'avenir et aux tensions persistantes dans cette région du pays. Ce trompettiste kényan ambitionne de battre un record mondial. Il souhaite inscrire son nom dans le Guinness des records pour la plus longue performance continue à la trompette en jouant 24 heures d'affilée au Geko Cave à Nairobi. Il espère marquer l'histoire de la musique kenyane. Suite au revers judiciaire infligé au projet de la première ministre italienne d'externaliser le traitement de l'immigration dans un pays tierce, une quarantaine de migrants a débarqué dans le port de Bari, en Italie, depuis l'Albanie. Les migrants faisaient partie d'un groupe de 49 personnes interceptées par les autorités italiennes alors qu'elles tentaient de traverser la Méditerranée avant d'être conduites en Albanie. Plusieurs d'entre eux ont été renvoyés, tandis que des dizaines sont restés sur place. Lors de sa prière de l'Angélus dominical sur la place Saint-Pierre, le pape François a renouvelé son appel à la paix. Il a fermement réitéré son rejet de la guerre, insistant sur la nécessité d'actions concrètes. En cette année jubilaire, il exhorte particulièrement les dirigeants chrétiens à redoubler d'efforts pour la réconciliation. Selon lui, la paix doit être une priorité absolue pour bâtir un monde plus fraternel. Aux États-Unis, des manifestations ont éclaté contre les expulsions de migrants sans papier. Environ 300 personnes se sont rassemblées pour exprimer leur solidarité avec les immigrés. Les manifestants dénoncent la politique migratoire stricte mise en place par l'administration Trump. Ils réclament une régularisation des sans-papiers et un traitement plus humain des migrants. Sur ce s'achève ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.